Même dans la vie quotidienne, on nous dit faut éteindre la lumière, faut utiliser des gobelets pour notre café, même le café. Est-ce que pour la planète, il faut encore boire du café aujourd'hui ? Il faut pas nécessairement en boire autant. En fait, l'un des inconvénients du café, c'est que quand on augmente la culture du café, on déforeste. Et puis accessoirement ça vient de loin, mais bon, ça, le fait que ça vient de loin, on peut faire voyager ça par bateau, c'est pas extrêmement, on va dire, ça émet pas beaucoup. Le problème principal, comme pour le cacao, du reste, ça fait partie de ces cultures pour lesquelles on prend sur la forêt pour augmenter les plantations. Alors si on essaye de regarder où est-ce qu'on a beaucoup de pression sur l'environnement au travers de nos actes de consommation, il y a quelque chose qui est un bon outil de calcul pour ça. Un bon résumé, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qu'il faut émettre partout pour que vous ayez à la fin un objet ou un service. Donc là, par exemple, dans ce studio, votre micro, il a une empreinte carbone. C'est toutes les émissions qui ont eu lieu dans toutes les industries du monde, depuis la mine jusqu'au camion qui vous a livré le micro ici, pour que vous puissiez bénéficier du micro. Donc là, je parle d'un outil professionnel, mais je pourrais faire la même chose chez vous avec ce que vous mangez, la fabrication de votre logement, votre voiture, etc. Alors quand on regarde l'empreinte carbone d'un Français, aujourd'hui, vous avez 5 postes qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Pas tout à fait, mais à peu près du même ordre de grandeur. Il y a un poste qui concerne les déplacements. Dans les déplacements, ce qui domine de la tête et des épaules, c'est la voiture. 80% des déplacements domicile-travail dans la région, par exemple, sont faits en voiture. Parce que hors Île-de-France, c'est 80% partout en France. Derrière, vous avez l'avion. Après, vous avez un deuxième gros poste qui est le logement. Dans le logement, vous avez une petite partie, c'est la construction, enfin une petite partie, c'est une grosse partie quand vous faites construire, mais statistiquement, c'est une petite partie. Et après, vous avez surtout le confort thermique et le confort électrique du logement, mais surtout le confort thermique, donc le gaz et le fioul qu'on utilise pour se chauffer. Ensuite, vous avez un troisième poste qui est l'alimentation. Dans l'alimentation, le gros morceau, c'est la fabrication des produits animaux, et en particulier des produits issus de l'élevage bovin. Ensuite, vous avez un quatrième poste important, c'est les achats. Donc tout ce que la pub ici va promouvoir, donc pas que des trucs alimentaires, donc canapé, table, chaise, brosse à dents, lunettes, enfin voilà, tout ce que vous avez, pistolet à eau, jeux de société, enfin, tout ce que vous pouvez acheter, quoi. Et enfin, vous avez un cinquième poste sur lequel là, pour le coup, vous avez très peu de prise en tant que consommateur, c'est les services publics. Donc en fait, c'est votre quote-part dans le fonctionnement de l'enseignement, de l'hôpital, de la police, de l'armée, etc. Là-dedans, quand vous regardez les gobelets, c'est une toute petite partie du poste achat. La grosse partie du poste achat, ça va être le numérique, le digital, les ordinateurs, les smartphones, les machins, les fringues, les meubles, l'électroménager, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Les gobelets, ok, mais si vous faites juste ça, à une époque, il y avait une blague, vous voyez quelqu'un qui est dans une usine hyper polluante qui disait qu'il avait qu'il avait fait des gobelets recyclables à la machine à café, bon, c'est ok, bon. Et éteindre la lumière, c'est pareil, c'est un petit geste. Le gros geste, en fait, dans la consommation d'énergie du logement, c'est le chauffage. À quel point, dans toutes ces économies à faire, dans ce bouleversement de notre mode de vie à faire, il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics et des citoyens. Je reprends l'exemple du transport. Vous dites c'est le premier poste d'émission en France. 80% des gens qui sont dépendants de leur voiture, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ici, les trains sont très peu développés au quotidien et il y a très peu de transports en commun. À quel point le citoyen est responsable, les pouvoirs publics ont leur part à faire ? Alors, tout le monde a eu une part de responsabilité si on prend cet exemple. Les premiers à avoir une part de responsabilité, c'est les élus locaux aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est eux qui font les documents d'urbanisme, et c'est eux qui ont autorisé, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire la construction massive d'habitations dans des endroits dans lesquels, de toute façon, vous n'aurez jamais de transport en commun. Parce que la densité, il y a une règle dans le monde des transports en commun qu'on peut citer, c'est que à partir de 100 habitants par hectare, à Paris vous êtes à 150 de mémoire, vous pouvez faire du transport ferré. À partir de 20 habitants par hectare, vous pouvez faire du bus. En dessous, vous faites rien. Donc à partir du moment où vous avez fait de l'habitat diffus pavillonnaire, il faut se sortir de la tête qu'un jour on aura des transports en commun efficaces pour que ces gens-là prennent des transports en commun. Il n'y en aura jamais. D'accord ? Donc ça veut dire que l'alternative à la voiture pour ces gens-là, c'est le vélo, la marche à pied, et le covoiturage, permettant éventuellement d'aller jusqu'à un endroit de concentration où il y aura du bus ou du train.
D'accord, mais il n'y aura jamais une gare de train de banlieue ou une gare de TER ou une gare d'arrêt qui va sortir de terre devant le pavillon au moment où ils ont besoin de partir au boulot et qui redescendra sous terre une fois que ça n'existera jamais. Hein, donc il va falloir s'organiser autrement. Et en fait, il y a toute une question qui est posée sur cet habitat diffus. Comment est-ce qu'il survit dans un monde sans énergie abondante ? C'est une question à laquelle aujourd'hui les urbanistes réfléchissent peu, les élus locaux encore moins, alors que c'est une question qui est absolument centrale. Donc, alors si on revient à la question plus générale, qui est quelle a la part de responsabilité entre le consommateur, les pouvoirs publics, État, élus locaux, Europe, etc., les industriels, enfin bon, on va dire que le consommateur peut faire la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'abaissement de l'empreinte carbone qui peut, toute chose égale par ailleurs, ne dépendre que de vous. Et là-dedans, sinon, quand on achète quelque chose, on peut faire attention. Alors, et là-dedans, il y a deux embranchements. Il y a ce que vous pouvez faire sans investissement et ce que vous pouvez faire avec investissement. Alors le truc que vous pouvez faire sans investissement, par exemple, c'est changer votre régime alimentaire. Ça ne demande pas d'investir, de manger moins de viande et plus de pois chiches, qui, comme chacun sait, est l'aliment de la transition par excellence. Par contre, ça demande un investissement de changer votre chaudière. Mais c'est toujours quelque chose qui est à votre main. Vous n'avez pas besoin que les pouvoirs publics fassent quoi que ce soit de particulier pour changer votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur ou par un poêle à bois. Mais c'est mieux la pompe à chaleur, ça fait moins de particules dans la vallée. Pareil pour les moyens de déplacement, vous n'avez pas besoin des pouvoirs publics pour prendre, si vous avez vraiment besoin d'une voiture, la plus petite possible et non pas la plus grosse possible, ce qui est en général la façon dont les gens fonctionnent. Les gens ont une logique budgétaire, ils s'achètent en général la plus grosse bagnole qu'ils peuvent s'acheter avec le compte tenu des revenus qu'ils ont, alors qu'il faudrait qu'ils se disent je vais acheter la plus petite possible. Voilà, rien que ça fait une différence sur la consommation. Vous avez vu l'explosion des ventes de SUV ces dernières années. Ça, c'est le consommateur qui a décidé de le faire. Il avait quand même pas vraiment un revolver sur la tempe où on lui a dit t'es obligé de faire ça. On l'a incité. Gentiment, mais il avait quand même pas un règle ça. Et puis il y a d'autres trucs sur lesquels c'est pas du tout le consommateur qui a la main. Par exemple, l'appareil de production électrique dans le pays, c'est pas le consommateur qui a la main. L'organisation des réseaux de transport, c'est pas le consommateur qui a la main. Quand vous regardez l'offre de produits disponibles, c'est pas le consommateur qui a la main. Donc vous avez en gros une responsabilité partagée entre l'offre et la demande. La demande, c'est quand même le consommateur. L'offre, c'est tous les autres. Donc c'est le tissu économique et les pouvoirs publics qui ont également un rôle important à jouer dans cette histoire. Et puis il y a un rôle important à jouer aussi sur le discours global. Je veux dire, le projet de société relève notamment du discours public.